Ce n'est un secret pour personne que la Russie est désespérée de s'emparer de la ville ukrainienne de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Elle essaie de prendre le contrôle de cet endroit depuis plus d'1 an déjà, lançant attaque sur attaque, multipliant les ruses pour franchir les lignes ukrainiennes et obtenir un certain contrôle. Encore et encore, ces forces ont été vaincues, et la dernière défaite pourrait bien être la plus grande à ce jour pour Vladimir Poutine et sa machine de guerre. Car cette fois, l'Ukraine n'a pas seulement repoussé les attaques russes. Au lieu de cela, elle a là littéralement anéanti des milliers de soldats ennemis, ainsi qu'un grand nombre de chars et d'équipements, laissant les commandants du Kremlin perplexes et se demandant où aller à partir de maintenant. Ce n'était pas prévu comme ça. Cette fois-ci, cela devait être différent, car Pokrovsk était l'une des principales cibles de la Russie dans le cadre de sa grande offensive estivale. Ne voulant plus subir de retard ni de revers, le Kremlin a pris la décision il y a plusieurs mois de tout miser sur la ville. C'est facile à comprendre. Pokrovsk est un centre industriel, logistique et de transport majeur. Elle occupe une position stratégique, avec de grandes autoroutes encerclant la ville et s'étendant dans toute l'Ukraine, ainsi qu'une ligne de chemin de fer majeure qui la traverse. Cette ville est évidemment inestimable pour le camp qui la contrôle. Elle est surnommée la porte de Donetsk, et de nombreuses lignes d'approvisionnement ukrainiennes alimentent la ville depuis l'intérieur du pays. Beaucoup de ces approvisionnements passent également par Pokrovsk, en route vers d'autres endroits importants le long des lignes de front, fournissant aux soldats ukrainiens de la nourriture, de l'eau, des munitions, du carburant et des renforts. Pour l'Ukraine, Pokrovsk est une base solide et stable pour opérer. Pour la Russie, cela représente une voie vers l'avant, plus profondément dans le Donetsk et plus près de Kiev, ainsi que d'autres villes et localités ukrainiennes importantes. Voilà pourquoi les deux camps ont tant combattu pour cet endroit unique. Et c'est pourquoi, en juin dernier, la Russie a rassemblé une force gigantesque, estimée à environ 110 000 soldats, dans le secteur de Pokrovsk. Dès lors, Pokrovsk est devenu le point le plus chaud de la ligne de front. Avec la main-d'œuvre ukrainienne diminuant lentement, mais sûrement, de nombreux analystes pensaient que la ville finirait par tomber aux mains des Russes. Sur le papier, c'est ce qui devait arriver. Pourtant, la Russie aurait déjà dû gagner cette guerre, puisqu'elle disposait d'une force nettement plus importante, d'un équipement militaire plus avancé et de stocks bien plus importants de blindés, de missiles, de bombes et d'autres armes par rapport à son adversaire lorsqu'elle a lancé l'invasion. Dans cette guerre, les choses ne se passent que rarement comme elles le devraient sur le papier. L'Ukraine défie toujours les pronostics et surprend le monde, tandis que la Russie s'agite et patauge quand les choses se compliquent. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. La Russie a constitué une force qu'elle pensait suffisamment grande et puissante pour l'emporter. Pokrovsk. Elle avait des dizaines de milliers d'hommes prêts à affronter bien moins de défenseurs ukrainiens. Et l'offensive d'été devait suivre un calendrier strict. Les forces russes devaient d'abord capturer Pokrovsk. Les généraux prévoyaient alors de se diriger au nord-est pour contourner la célèbre ceinture de forteresses. Plusieurs autres bastions ukrainiens, comme Sloviansk et Kostiantynivka, restent sous contrôle de Kiev. Les commandants du Kremlin avaient promis des résultats rapides et une exécution impitoyable, mais rien ne s'est passé comme prévu. Au lieu de cela, l'armée russe n'a réussi à atteindre aucun de ses principaux objectifs stratégiques au cours de l'offensive estivale, principalement dans et autour de Pokrovsk. Malgré tous leurs efforts, y compris envoyer des soldats dans la ville déguisés en civils, lancer des assauts répétés avec de petites escouades mobiles, et même utiliser l'artillerie et d'autres armes pour bombarder la zone, les commandants du Kremlin n'ont conquis que des champs agricoles oubliés, des hameaux en ruines et des lignes d'arbres désertes. Pokrovsk lui-même reste aux mains de l'Ukraine. Les gardiens inébranlables de la ville continuent de faire un travail remarquable pour tenir leur position, même face à des obstacles écrasants et à une adversité extraordinaire. Plusieurs raisons expliquent l'échec spectaculaire de l'offensive d'été de Moscou dans cette direction. Le premier, et peut-être le plus grand problème, était le manque de blindés. C'était la première fois depuis le début de la guerre que Moscou lançait une grande offensive d'été. Avec presque aucune réserve de chars, quelques chars étaient encore aperçus ici et là, arborant souvent des ajouts de blindage absurdes comme des rouleaux de fils barbelés et des pointes de fortune, pour se protéger des drones kamikazes. Globalement, les forces russes, dans d'autres cas, ont dû se contenter de véhicules bien plus simples et moins résistants, comme des motos, des jeeps ou même des voiturettes de golf. La raison est simple. La Russie a entamé la guerre avec l'un des plus grands stocks de chars au monde. Ces chiffres ont vite baissé, les Ukrainiens utilisant mines, drones, missiles et autres pour les détruire.
À mesure que la guerre avançait, et que les commandants russes gaspillaient davantage leurs blindés, le nombre de véhicules endommagés ou détruits est devenu ingérable. Ainsi, le Kremlin a eu recours à des mesures désespérées. Tout d'abord, il a sorti des reliques rouillées de chars soviétiques, des entrepôts. Mais il s'est vite rendu compte que des chars vieux de plusieurs décennies, conçus pour un éventuel conflit de la guerre froide, n'étaient pas très utiles dans une guerre du XXIe siècle contre un adversaire très innovant et adaptable. Peu après, la Russie a choisi de ne plus utiliser de chars sur la plupart des lignes de front, même à Pokros, puisqu'elle n'a tout simplement pas trouvé de moyens efficaces de les garder intacts assez longtemps pour infliger des dégâts significatifs à son ennemi. Sans blindés pour les appuyer, les troupes au sol restent bien plus vulnérables, même nombreuses. Malgré la présence d'une force impressionnante à Pokras, la Russie n'a pas percé les lignes ukrainiennes, ses soldats et véhicules civils étant systématiquement éliminés par les opérateurs de drones ukrainiens. Souvent, les drones volaient à loin derrière les lignes de front, jusqu'à 25 km à l'intérieur du territoire ennemi. Ils scrutaient les environs à la recherche de tout signe de vie, avant de se diriger vers leurs cibles et d'éliminer tout ce qu'ils trouvaient. Ainsi, une grande partie des forces russes a été détruite avant d'atteindre Pokros. Les survivants avaient peu de moyens pour se défendre contre les essaims continus de drones bourdonnant au-dessus d'eux. La seconde raison majeure de l'échec de l'offensive russe à Pokros jusqu'ici est que l'Ukraine a également passé cet été à lancer de nombreuses frappes de précision en profondeur sur des sites russes de grande valeur et des actifs importants, avec l'aide d'armes telles que des drones longue portée, on les paiements, des systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, des High Mobility Artillery Rocket Systems et des missiles. Les soldats ukrainiens ont frappé la Russie là où ça faisait le plus mal, en détruisant des éléments clés de l'infrastructure et des fournitures vitales pour alimenter la machine de guerre du Kremlin, y compris des dépôts de ravitaillement, des convois de carburant et des postes de commandement. L'impact de ces frappes s'additionne. Et chaque fois que l'Ukraine fait exploser un dépôt de munitions ou un camion-citerne, cela retarde et perturbe les plans de la Russie. Soudain, les commandants du Kremlin doivent revenir à la planche à dessin. Ils doivent élaborer de nouvelles stratégies, de nouveaux calendriers et de nouvelles solutions pour les innombrables nouveaux problèmes que l'Ukraine leur envoie. C'est un élément tellement crucial de toute la stratégie de l'Ukraine dans cette guerre. Les forces de Kiev ciblent pas souvent les ressources et infrastructures clés pour la Russie. Ils préparent leurs plans et attendent le moment idéal pour attaquer, misant sur précision, intelligence et prudence. Un contraste avec les actions imprudentes et gaspilleuses de leurs adversaires. En conséquence, la Russie a perdu une quantité incalculable de ressources, rien que cette année, toutes détruites par les drones, missiles et roquettes de l'Ukraine. Ils ont perdu des munitions, des blindés, de l'artillerie, des obus et d'autres armes et fournitures qui auraient pu soutenir les soldats sur véhicules Pokras, submerger les défenses et entamer les lignes ukrainiennes. Des ressources précieuses pour la bataille de cette ville industrielle stratégique. Cela nous mène à la troisième raison pour laquelle les soldats russes n'ont pas encore hissé leur drapeau sur Pokras. Tactique. Les tactiques contrastées des deux armées constituent l'un des aspects les plus fascinants de la guerre jusqu'à présent. De l'autre côté, comme mentionné précédemment, l'Ukraine est devenue synonyme de planification stratégique et d'utilisation prudente de ses ressources. Dès le début de l'invasion, Kiev a compris sa place et sa position dans la guerre. Dès le début, elle savait qu'elle avait moins de force, de ressources et peu de chances de gagner face à son adversaire. L'Ukraine a rapidement compris que si elle voulait gagner cette guerre, ou au moins survivre assez longtemps pour qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix soit conclu, elle devait être intelligente. Elle devait utiliser les quelques avantages dont elle disposait, s'appuyer sur ses nombreux alliés à travers le monde occidental pour obtenir du soutien et exploiter l'avantage de jouer à domicile. Elle ne pouvait pas mobiliser autant de troupes et de ressources que la Russie, dont il lui était impossible de défendre chaque kilomètre du front. À la place, elle devait choisir ses batailles, identifier les endroits les plus importants et faire tout ce qui était nécessaire pour les défendre. De toute évidence, il n'a pas fallu longtemps aux forces ukrainiennes pour comprendre que Pokros était l'un des endroits les plus précieux qu'elles devaient absolument garder sous contrôle. Les localités voisines, ainsi que les petites villes et villages de la région n'avaient pas forcément autant d'importance, tant que Pokros restait sous le contrôle de Kiev. Ainsi, plutôt que de s'éparpiller et d'essayer de conserver chaque parcelle de territoire, l'Ukraine a effectivement permis à la Russie de s'emparer de certaines portions de terre moins significatives ici et là. En consolidant ses défenseurs à Pokros, ils seraient prêts à tenir leur position au bon moment. En face,
La Russie a adopté dès le début de la guerre une tactique totalement différente, confiant dans la taille massive de son armée, dans le nombre apparemment infini de nouvelles recrues qu'elle peut mobiliser chaque mois, et dans les vastes stocks de chars, de blindés et de munitions avec lesquels elle a commencé l'invasion. La Russie a appliqué une stratégie de force brute durant la guerre. Elle a tenté à plusieurs reprises de submerger son opposition sur toute la ligne de front, lançant d'énormes quantités d'hommes et d'armes même contre de petites localités et parcelles de territoire. Elle a refusé tout compromis, exigeant la conquête totale des territoires ukrainiens, quel qu'en soit le prix. Et en parlant de coûts, les commandants du Kremlin ont gaspillé de façon embarrassante leurs ressources, en particulier les soldats, sous leur commandement. À maintes reprises, les dirigeants ont traité les troupes comme de la chair à canon, envoyant de nombreux hommes à la mort, sachant que d'autres viendront les remplacer une semaine ou deux plus tard. Ainsi, la Russie a subi d'énormes pertes, avec de nombreux soldats tués ou blessés pour de faibles gains territoriaux. Des gens ont perdu la vie, ou ont été renvoyés chez eux, avec des blessures qui ont bouleversé leur existence. Tout ça pour un bout de terre, ou un champ criblé de cratères. Et un rapport analytique récent de The Economist suggère que la Russie pourrait avoir entre 984 000 et 1 438 000 pertes au total, avec jusqu'à 481 000 soldats morts. L'Ukraine a bien sûr subi ses propres pertes tragiques, mais le nombre total estimé de victimes est nettement inférieur à celui des Russes. Selon The Economist, à l'estimation la plus basse, l'Ukraine compte environ 77 000 morts et 77 800 disparus au combat, même si le chiffre réel est bien plus élevé que cela. Les meilleures estimations suggèrent qu'il y a environ 5 morts de soldats russes pour chaque perte ukrainienne. Cette statistique illustre peut-être le mieux les différences tactiques des deux camps. Les Russes, par des plans inefficaces et un mépris de la vie humaine, ont laissé périr un nombre ahurissant de leurs soldats. Vladimir Poutine justifie froidement chaque mort, affirmant plutôt cette année qu'ils étaient tous morts pour une cause. Ces personnes ont créé les conditions pour que ceux dans les rangs avancent. Ainsi, nous n'avons aucune perte. C'était en vain. Les Ukrainiens ne peuvent pas sauver tout le monde, mais ils ont été plus prudents et attentifs envers leur peuple et leurs ressources que les Russes. Les commandants de Kiev ont fait tout leur possible pour limiter les pertes autant que possible. Ils n'hésitent pas à ordonner des retraites tactiques, lorsque cela est nécessaire pour préserver la vie des soldats, et essaient de planifier chaque mouvement avec soin et réflexion. Du moins à Pokros, la stratégie ukrainienne a souvent remporté la victoire. Même quand la Russie a fait une brève percée vers la fin de l'été, les forces du Kremlin avançant vers Dobropilia, cela s'est encore soldé par un échec. À ce moment, la Russie semblait pouvoir enfin prendre l'avantage. De violents affrontements ont éclaté à divers endroits le long de la ligne de front, et les troupes russes semblaient progresser autour de Pokros. À l'époque, des agences de presse annonçaient que les lignes d'approvisionnement ukrainiennes vers la ville allaient être coupées, et ce n'était qu'une question de temps avant que les forces du Kremlin ne passent à l'attaque finale. La Russie avait non seulement l'avantage du nombre, mais aussi un avantage stratégique de contrôle territorial. Tout cela est également survenu à un moment critique de la guerre. Quelques jours avant la rencontre très médiatisée en Alaska entre Poutine et Donald Trump. Poutine aurait ordonné une offensive majeure sur Pokros pour capturer la ville, et montrer à Trump que la Russie progressait vers la victoire. Malheureusement pour lui, tout le plan a échoué. La grande offensive russe de Dobropilia s'est effondrée dès son début. L'Ukraine a vite déclaré avoir repris plusieurs petits villages auparavant contrôlés par la Russie dans la région. Et des groupes de soldats russes ont été coupés de leurs lignes d'approvisionnement et de leurs renforts, avant d'être soit anéantis, soit capturés par leurs adversaires. Avant la fin du mois d'août, les gains de la Russie dans la région avaient été annulés, et leurs troupes étaient de nouveau repoussées. En septembre, Poutine est devenu encore plus désespéré alors que des rapports faisaient état de la Russie sombrant dans de nouvelles atrocités. D'après le Télégraphe, la Russie envoie au combat près de Pokros des unités de soldats souffrant de maladies chroniques, comme le virus de l'immunodéficience humaine ou l'hépatite. Ces soldats portaient des brassards spéciaux pour les distinguer des autres en bonne santé. Selon Amishta Breton Gordon, ancien colonel britannique et expert en armes chimiques, qu'il a affirmé. C'était un signe clair du désespoir de Poutine à vouloir capturer la ville définitivement. Rien n'est interdit. Poutine veut continuer à se battre ainsi. Il a toujours pensé qu'en résistant plus longtemps que l'Ukraine et ses alliés, il finirait par gagner. Jeter des gens dans le broyeur à viande fait partie de cette stratégie, et Pokros est le broyeur à viande.
L'expert a ensuite résumé la situation sombre à laquelle fait face l'armée du Kremlin. En ce moment, l'armée russe est en train de saigner à blanc. Ce n'est pas que le sang, mais aussi les capacités. Mauvaise santé, planification et préparation sont aussi mortelles que toute arme occidentale. Il ne semble pas que les perspectives de la Russie s'améliorent bientôt. Actuellement, les troupes ukrainiennes mènent une opération de nettoyage dans le secteur de Dobropilia, ciblant la zone de Volodymyrivka. Là-bas, la Russie a récemment pris la décision de déployer certains éléments de ses blindés restants, lançant une série d'assauts mécanisés contre les lignes défensives de l'Ukraine. Encore une fois, ces assauts ont échoué, transformant la zone en un vaste cimetière de soldats russes et de restes calcinés de véhicules détruits. Les unités d'infanterie ukrainiennes sont en patrouille dans cette partie de Donetsk, efficacement soutenues par des drones de reconnaissance et des drones first-person view dans les airs, scrutant le sol à la recherche du moindre signe de vie. Ils traquent les quelques soldats russes qui restent dans la zone, certains se cachant dans les buissons et les sous-sols, d'autres fuyant à pied. Malheureusement, beaucoup de Russes encore capables de marcher ou courir vont dans la mauvaise direction. On a vu des groupes aller non pas vers l'est et leur propre poste, mais vers l'ouest, plus profondément dans la région, vers des endroits comme Nikonorivka, où davantage de soldats russes ont été complètement encerclés et isolés, attendant simplement d'être éliminés par les fantassins ukrainiens. En bref, les forces russes dans ce secteur opèrent dans un état de panique aveugle, fuyant d'une zone de danger à une autre, à court de munitions, de nourriture et d'autres provisions, sans itinéraire d'évasion viables et avec peu d'espoir de s'en sortir vivants. Ils ressemblent à des rats dans un labyrinthe, perdus, désespérés et à l'étroit. Les unités ukrainiennes, quant à elles, continuent d'aborder la situation avec calme et maîtrise, traquant soigneusement leurs ennemis, les localisant et les détruisant avec précision et détermination. L'état-major général ukrainien a récemment indiqué que ses forces progressent régulièrement, jour après jour, reprenant plusieurs kilomètres carrés dans la région et consolidant leur contrôle, non seulement sur Volodymyrivka, mais aussi sur Mayag. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Sersky, s'est récemment rendu sur le front et a confirmé que des opérations de contre-sabotage et de déminage sont en cours pour éliminer les groupes de reconnaissance et unités russes isolées dans la région. Sersky a ajouté que les forces ukrainiennes resteront actives dans la région, poursuivant une contre-offensive à Dobropilia pour repousser les Russes là d'où ils viennent. Mais ce sont les chiffres qui dressent le tableau le plus accablant de l'échec total de la Russie dans le secteur de Pokros. Selon des rapports récents, depuis le 21 août, l'Ukraine a neutralisé près de 14 000 soldats russes au total. Cela inclut plus de 8 400 tués, plus de 5 400 blessés et environ 124 capturés. Avec la consolidation en cours et la surveillance des drones ukrainiens à la recherche d'éclaireurs ou de véhicules de ravitaillement, ces chiffres devraient encore croître. Les commandants russes pensaient à prendre Pokros dès le début de l'été, et Vladimir Poutine prévoyait que tout le Donbass serait russe avant l'hiver. Aujourd'hui pourtant, alors que l'été n'est plus qu'un lointain souvenir et que les pluies d'automne tombent sur les champs de bataille de Donetsk, la Russie se retrouve toujours dans la même situation qu'auparavant. Sa campagne dans le Donbass est toujours au point mort, les drones et l'artillerie ukrainiens contrôlant totalement Pokros, et les soldats russes restants ne faisant que lutter pour survivre. Découvrez dans cette vidéo comment l'offensive d'été de la Russie s'est terminée de façon humiliante et pourquoi le Kremlin a encore échoué à atteindre ses objectifs. Voyez cette vidéo pour découvrir comment la Russie commence à s'effondrer de l'intérieur, alors que les rébellions, les mouvements séparatistes et la guérilla menacent de déchirer le pays en morceaux. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de continuer à profiter de vidéos explicatives, informatives et actualisées sur toutes les dernières nouvelles de la guerre Russie-Ukraine et d'autres conflits à travers le monde.